Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a 78 parts de gâteau au chocolat, 99 frites, 54 poulets, 38 salades et 255 délicieux sandwichs à préparer dans 8 minutes. Parfois, à la télévision, tu réalises soudain que tu regardes quelque chose d'extraordinaire. Pas seulement un excellent épisode ou une excellente performance, mais un moment où chaque élément de la réalisation s'emboîte parfaitement, de la manière la plus juste qui soit. Je vais aller jeter un coup d'œil. Mais je vous retrouverai. Je le promets. Quoi qu'il arrive, Je reviendrai vers vous. Je le promets. Je le promets. Je vous aime. Un de ces moments survient à la fin de l'épisode 4 de la saison 1 de True Detective. L'épisode se conclut par ce qui est souvent vu comme l'une des séquences les plus ambitieuses jamais réalisées à la télévision. Un plan séquence de 6 minutes qui suit Rust Cohle à travers une cité alors qu'un simple vol dégénère en chaos total. Avant d'expliquer l'impact de ce plan, il faut comprendre comment on en est arrivé là. À mi-saison, dans l'épisode 4, qui va là? Le plan, c'est qu'on lui fasse une proposition. Et trouve une piste sur leur fournisseur, confirme le deal et ramène-le. Les premiers épisodes de True Detective sont volontairement lents. Créé par Nick Pizzolatto et réalisé entièrement par Kerry Joji Fukunaga, la première saison se déroule comme un dense roman gothique sudiste. La série alterne en 2 lignes temporelles, 1995 et 2012, suivant les détectives Rust Cohle et Marty Hart, alors qu'ils enquêtent sur un meurtre rituel qui pourrait être lié à une secte plus vaste opérant à travers la Louisiane. Pendant les 3 premiers épisodes, la série construit son univers presque entièrement à travers les dialogues. Rust prononce des monologues philosophiques sur la conscience humaine et l'illusion du libre arbitre. Je contemple l'instant dans le jardin. L'idée de permettre sa propre crucifixion. Marty lutte avec les contradictions de sa propre vie, jouant le rôle d'une autorité morale au travail tout en détruisant silencieusement son mariage à la maison. L'enquête avance par petites étapes, révélant d'étranges symboles et des indices suggérant quelque chose de plus vaste sous la surface. Mais l'épisode 4 marque un tournant. Il veut me voir ce soir. Et si je peux l'avoir seul, on l'attrape, on le tabasse. Dans la chronologie de 1995, Rust reprend contact avec un gang de motards hors la loi qu'il avait autrefois infiltré lors d'une mission sous couverture. Son but est d'utiliser ce lien pour approcher un suspect potentiellement lié à la secte responsable des meurtres. Pour gagner leur confiance, Rust tente d'échanger des stupéfiants, mais ils exigent son aide pour cambrioler une planque. Maman, j'ai besoin d'un pistolero. T'es pas si timide, viens faire ça avec moi. Et on pourra parler affaires. La maison est dans un cité HLM sous contrôle d'un gang rival. Le travail semble simple, récupérer le stock, partir et partager le gain. Bien sûr, rien n'est simple dans cette situation. Dès que le gang arrive, il devient évident que quelque chose ne va pas. Puis la série fait quelque chose d'extraordinaire. Le montage s'arrête. La caméra reste fixée sur Rust. Et pendant les 6 minutes suivantes, le public le suit sans une seule coupe visible. Lorsque la séquence commence, Rust a à peine le contrôle sur les motards qui semblent vouloir à tout prix envenimer la situation et ouvrir le feu. Mais encore et encore, Rust répète « Doucement, 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 doucement. » Ces premières minutes donnent l'impression qu'un élastique est tiré de plus en plus loin, chaque ligne de dialogue étant une nouvelle traction sur l'élastique dont nous savons tous qu'il va finir par casser. Et puis, il casse. Rust extrait son contact terrifié de la maison, tandis que le son devient étouffé, comme si nos oreilles bourdonnaient. Des tirs retentissent autour d'eux, mais la caméra reste sur Rust qui traverse un labyrinthe de maisons et jardins. À un moment donné, Rust est obligé de pousser son otage dans un buisson, alors que des voitures de police déboulent, tandis que des hommes armés descendent la rue en courant. Peu après, il grimpe sur des débris dans un jardin, alors que des tirs retentissent dans la rue derrière. La caméra le suit à travers une autre maison, puis une autre cour, et finalement vers la clôture périphérique du complexe. Ce n'est que lorsque Rust grimpe par-dessus cette clôture et disparaît dans l'obscurité que la caméra coupe enfin. Toute l'évasion s'est déroulée en temps réel et l'effet est hypnotique. Je continue de te parler comme un homme. Les plans séquences fascinent toujours les cinéastes, car il est excitant de voir une scène complexe se dérouler sans le filet de sécurité du montage. Lorsqu'une scène est filmée ainsi, tous les éléments doivent être parfaitement synchronisés et les acteurs précis dans leur déplacement. Les cadreurs doivent évoluer dans des espaces restreints tout en maintenant la composition. Les figurants doivent bouger au bon moment, les accessoires être placés précisément et les cascadeurs exécuter une chorégraphie paraissant chaotique mais contrôlée et sûre. Si l'un de ces éléments échoue, la prise est ratée.
Au cinéma, les réalisateurs ont parfois le luxe de tenter un plan comme celui-ci des dizaines de fois. La télévision dispose rarement de ce genre de temps dans un planning qui exige des épisodes terminés beaucoup plus rapidement. Réussir un plan séquence complexe dans un simple couloir est déjà difficile. Des séries comme Daredevil deviendront célèbres pour leurs scènes de combat en plan séquence, souvent tournées dans des espaces clos. Ce qui rend le plan de True Detective si ambitieux, c'est qu'il s'étend sur tout un quartier. La production n'avait pas le temps de construire un décor, alors ils ont trouvé un lieu et ont construit la scène autour de ce qu'ils avaient. Dans la séquence de la planque, j'ai d'abord vu un moment d'action en temps réel. Sachant que nous allions rester dans ce moment, c'était l'occasion idéale pour faire un long plan séquence. Chaque mouvement est superbe, la caméra parcourt rues, maisons, jardins, clôtures et buissons. Chaque porte que Rust ouvre, chaque virage qu'il prend, et chaque personnage qu'il rencontre doit être chorégraphié à l'avance. La scène aurait été répétée comme au théâtre pour garantir son bon déroulement. Nous avons eu 1 jour et demi pour répéter, ce qui est peu avec des scènes de combat, des effets spéciaux, des cascades en voiture, des hélicoptères et tout le reste. Et au-delà de la prouesse technique, la séquence est efficace parce qu'elle révèle quelque chose de fondamental sur le personnage de Rust. Jusqu'à présent, Rust a surtout été défini par son intellect. C'est le philosophe de la série, le détective qui passe autant de temps à analyser la nature de l'existence humaine qu'à examiner les scènes de crime. Mais cette scène montre une autre facette de lui. Rust évolue dans le chaos avec l'instinct de quelqu'un habitué à ses environnements. Ses choix sont rapides et précis. Il sait quand menacer quelqu'un, quand disparaître dans la foule et quand s'enfuir. La scène suggère que Rust n'est pas simplement un détective qui étudie la violence de l'extérieur. Lorsqu'on le voit frapper ses assaillants à plusieurs reprises avec la crosse ou le canon de son arme, chacun de ses gestes paraît pénible et volontaire. Pendant 6 minutes, le public découvre la version de Rust bien avant son entrée dans la salle d'interrogatoire et ses discours philosophiques. C'est un monde où rien n'est résolu. Quelqu'un m'a dit un jour que le temps est un cercle plat. Ce qui rend cette scène d'autant plus intéressante, c'est sa position dans la série. La télévision garde habituellement ces grandes scènes pour les épisodes finaux. La logique est simple. Pour marquer les spectateurs, finissez par le moment le plus explosif de la saison. Cependant, celle-ci arrive au milieu de la saison et fonctionne presque comme une remise à zéro des attentes du public. Cela permet au public de comprendre que si la série peut passer des réflexions calmes d'un Rust défoncé à ce niveau d'intensité, alors tout peut arriver par la suite. Ces plans influencent le ton et l'histoire. Avec des contraintes de temps et de budget à la télévision, la plupart des productions ne peuvent pas prendre ce risque. Le fait que True Detective ait adopté cette approche témoigne de la confiance créative qui animait la première saison de la série. Il s'agissait non seulement de raconter un mystère captivant, mais aussi de repousser les limites de ce à quoi la télévision pouvait ressembler. Il était extrêmement important que la tension soit maintenue tout au long afin que, en tant que spectateur, vous puissiez ressentir toute la peur que vous pourriez éprouver à ce moment-là. Depuis la sortie de True Detective, d'autres séries ont tenté des plans séquences ambitieux. Certaines étaient stressantes, comme la commande en ligne dans The Bear, ou ludiques, comme la visite de l'inspection sanitaire dans It's Always Sunny. Peu de moments égalent la précision technique et l'objectif narratif atteint par cette scène. Parce que le plan dans True Detective n'était pas simplement destiné à impressionner le public. Il était là pour nous plonger directement dans le monde de Rust Cohle, un monde défini par l'imprévisibilité et la menace constante de la violence. Pendant 6 minutes ininterrompues, la caméra nous enferme dans cette réalité. Et lorsque Rust finit par escalader cette clôture et que Marty le sauve, le public ressent le même soulagement que lui. C'est pourquoi, plus d'une décennie plus tard, la séquence finale de Kivala reste l'une des réalisations les plus remarquables de la mise en scène télévisuelle. Ce n'est pas seulement une prouesse technique, mais un moment où la narration et la cinématographie deviennent indissociables et totalement liées à l'histoire et aux personnages. Rien que pour cela, c'est l'un des plus grands plans de la télévision. Alors, qu'en pensez-vous ? Quels autres plans à la télévision vous ont fait voir autrement la manière de raconter une histoire ? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés.